Donc on va permettre aux unes et aux autres de s'exprimer, sachant qu'on respectera l'horaire. Et à 15h30, on aura la deuxième table ronde, puisque le professeur Jean-François Delfraissy, avec la responsable presse du CCNE, sont là. Et on aimerait vraiment qu'il y ait une conclusion à 16h30 pour que toutes et toutes ceux qui sont présents ici puissent en bénéficier. Voilà, vous n'avez qu'à appuyer sur vos micros et... S'il y a Nathalie, ne me regarde pas parce que tu vas dire que je confonds, de préciser un point qu'elle voulait notamment sur... il y avait quelqu'un qui voulait intervenir. Voilà, le point peut-être que tu peux préciser. Oui, alors juste, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Valérie, qui était très intéressant, concernant la garantie de l'anonymat. Nous, clairement, le discours qu'on a dans les sécos, il a probablement changé depuis 30 ans vraisemblablement, mais en tout cas, on leur garantit l'anonymat par les biais du sécos. C'est-à-dire que nous, on ne dévoilera pas d'informations, mais ils sont clairement informés maintenant, mais ça, encore une fois, c'est relativement récent, qu'on ne peut pas garantir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et effectivement, les banques de données génétiques type MyHeritage et compagnie, qui brassent des sommes de données incroyables avec les tests génétiques qui sont de plus en plus utilisés et qui sont en train de se généraliser. Donc, on les informe très clairement que nous, on garantit sur ce qui se passe au niveau des sécos, c'est que s'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, par contre, on n'a pas la main dessus. Et on voit très bien quand même que j'ai le sentiment qu'il y a quand même une modification dans le discours aussi des donneurs et des donneuses. Autant il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression qu'ils se sentaient très protégés par l'anonymat. Eux, ils disaient clairement qu'ils n'étaient pas là pour avoir des enfants, ils étaient là pour apporter des solutions à des couples qui souhaitent avoir des enfants. Majoritairement, ils avaient des enfants parce que de toute façon, c'était obligatoire jusqu'à 2011 et le décret d'application est sorti fin 2015. Donc avant 2015, on ne voyait que des hommes et des femmes donneurs-donneuses qui avaient déjà des enfants et ils disaient très bien qu'ils n'en voulaient pas d'autres, ils voulaient aider d'autres couples, point. Et que l'anonymat était assez protecteur dans cette image-là. Et maintenant, on a une modification quand même du profil des donneurs et des donneuses. On a de plus en plus de donneuses notamment qui n'ont pas encore eu d'enfants. Pour certaines d'entre elles, parce qu'elles viennent autoconserver pour elles, et ça c'est la réalité des choses, mais pas seulement. Moi je trouve qu'on commence à voir aussi des populations de donneuses, je dirais féministes militantes, qui viennent donner parce qu'elles n'ont pas forcément envie d'avoir des enfants, ou pas en tout cas à ce moment-là, mais qu'elles ont des ovocytes et qu'elles se disent que ça peut servir à d'autres femmes, elles trouvent ça génial. Et elles ne demandent pas toujours la conservation d'ailleurs. Et dans cette nouvelle génération de donneurs-donneuses qu'on reçoit, c'est assez bien entendu. Cette parole de l'enfant né du don a été entendue, je pense. Et majoritairement, ils sont assez satisfaits du maintien de l'anonymat, tout en disant que si jamais ça devait arriver qu'il y avait une levée d'anonymat après, eh ben, ça ne les dérangeait pas plus que ça. Donc je trouve qu'il y a quand même une évolution là en quelques années assez majeure sur ce sujet. Je pense que la société est prête. Oui, je pense aussi. On a évoqué la qualité des rapports. Le rapport, il y avait l'Agence de la biomédecine, le Conseil d'État, ça a été développé ce matin, et puis les deux rapports sur le DOPEX et puis celui de Jean-Louis Touraine. Mais c'est vrai que dans les études qui ont été faites dans des pays qui ont ouvert finalement cette question, il y a eu une baisse momentanée. Elle était très momentanée parce qu'en fait, ça a été intégré. Initialement, c'est vrai que les sécos brandissaient un petit peu l'alarme. Attention, si on lève l'anonymat, il y aura plus de donneurs. C'est pas vrai en fait. Effectivement, on s'en rend compte maintenant. Il y a eu dans les pays qui l'ont fait une petite baisse du recrutement des donneurs et des donneuses qui a été transitoire et ensuite le retour à la normale était là. Et nous, on n'a pas l'impression que ça va tant baisser. Peut-être que ça modifiera un tout petit peu le profil des donneurs et des donneuses, mais sans plus, finalement. Alors, s'il n'y a pas une autre question, j'en ai une autre à poser à Nathalie. Je vais revenir vers toi, et tu pourras aussi y répondre. Est-ce qu'on doit, comme ça a été fait pour la répartition des greffons, en 1987, l'Agence de la biomédecine, c'était avec l'établissement des greffes, ça avait déjà été réfléchi du temps de Didier Houssin. Est-ce qu'il peut y avoir une hiérarchisation dans l'accès finalement un bien rare, puisqu'on parle des ovocytes? Est-ce que c'est quelque chose de concevable? Ce matin, dans son intervention, Jean-Louis Touraine dit qu'il ne peut pas y avoir de discrimination entre un couple de femmes par rapport à une personne qui est en situation de stérilité. La question.
C'est vrai que nous, alors au niveau des sécos, c'est une question qui se pose parce qu'on a déjà du mal à répondre à la demande. Donc il y a une pénurie de donneurs avec en moyenne, c'était 250 donneurs qui ont été vus en France en 2015, 360 et quelques en 2016. J'ai pas les données 2017-2018 parce qu'elles sont pas encore complètement connues parce que les rapports de l'agence ne sont pas sortis. Donc les couples qui demandent une prise en charge en don de spermatozoïdes attendent en moyenne entre 12 et 18 mois pour démarrer cette prise en charge, parce qu'on n'arrive pas à répondre à la demande en temps réel. Néanmoins, on a l'impression que ça va un petit peu mieux quand même. Donc, après, ce qui est complexe, c'est qu'on n'a pour l'instant pas vraiment d'idée du volume que ça va représenter cette demande de femmes en couple lesbien ou de femmes seules, d'ailleurs, si on ouvre aussi l'AMP aux femmes seules. Les chiffres ne sont pas connus. On a quelques données des Belges et des Espagnols qui nous disent un peu combien ils en font chaque année, mais c'est très peu précis. On a longtemps eu peur d'être complètement submergé par des demandes auxquelles on ne pourrait pas répondre. J'ai un peu moins peur, moi, depuis quelques années, et que je vois le recrutement de donneurs qui est en train de monter doucement. Donc après, la question, ce sera effectivement, est-ce qu'on fait des listes d'attente séparées? Est-ce qu'on fait une liste d'attente commune? Est-ce que le fait que l'AMP soit ouverte aux femmes seules ou aux femmes homosexuelles fait qu'on va devoir rallonger les délais d'attente pour les couples hétéros? Je n'ai pas la réponse. C'est vrai qu'on ne sait pas exactement en pratique comment on va réussir à s'en sortir de tout ça. Des questions? Je vous en prie. Ensuite, une deuxième question. J'ai une question très technique pour vous, madame, qui n'est absolument pas une question piège, mais c'est juste une question de compréhension. Par exemple, je suis un couple de type caucasien et qui cherche un enfant, et il y a des donneurs de type africain, par exemple, ou autre. Enfin, comment est-ce que, j'aime le terme est mal choisi, hein, mais comment se passe le matching entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le bon terme, hein, c'est le terme anglais. Nous, on appelle ça un appariement en pratique. Donc, on prend l'appariement se base sur des caractéristiques morphologiques pour ne pas introduire une caractéristique morphologique qui n'est pas existante dans le couple. Donc, on tient compte des phénotypes des deux membres du couple. Pour le don de spermatozoïdes, ça nous pose pas trop de difficultés parce que généralement, on arrive à répondre à la demande même sur des phénotypes rares. On a beaucoup plus de difficultés pour le don d'ovocytes, parce que le don d'ovocytes, c'est encore une autre histoire. La pénurie de donneuses, là, elle est bien plus importante encore que pour le don de spermatozoïdes. Et en fait, le don de spermatozoïdes, il repose sur une banque de spermatozoïdes qui sont congelés. Et donc, on répond à la demande en faisant sortir les paillettes au fur et à mesure qu'elles nous sont demandées, avec un délai d'attente qui nous permet de gérer les entrées et sorties de paillettes. Paillettes, c'est des dispositifs dans lesquels on congèle les spermatozoïdes. Pour l'ovocyte, c'est complètement différent parce qu'on fait l'appariement au fur et à mesure que les donneuses se présentent en temps réel. Donc on a une donneuse qui vient, on choisit les couples receveurs qui vont le mieux au niveau morphologique avec cette donneuse. Et ce qui fait qu'en pratique, si on n'a pas de donneuse africaine pendant 5 ans, nos couples africains ne passent pas pendant 5 ans. Et effectivement, dans les faits, à l'hôpital Tenon, je peux vous donner quelques chiffres si vous voulez. En gros, les couples caucasiens attendent en moyenne 18 mois pour avoir un don d'ovocytes, ce qui est déjà très long, hein, et ce qui est souvent vécu comme insupportable pour les couples. Et c'est pour ça qu'on a une fuite massive des couples vers l'étranger pour le don d'ovocytes. Les couples africains, on est plutôt à 4 ou 5 ans. Et d'ailleurs, c'est vécu comme une injustice énorme, que certains attribuent finalement à une mauvaise décision éthique, puisque nous, on a été saisis à plusieurs reprises par des couples, notamment d'origine africaine, auxquels l'agence de la biomédecine avait répondu « Vous n'avez qu'à demander à des sœurs, enfin je veux dire, bref, vous n'avez qu'à vous mobiliser dans votre communauté pour dire à quel point c'est des domaines assez sensibles qui risquent de se renforcer effectivement avec l'ouverture des femmes ou à des hommes de même sexe. Possiblement, enfin, c'est vrai. Alors il y avait juste pour prendre... Non, mais j'ai bien compris. Quelle est la position entre les couples de frères et sœurs, c'est-à-dire la même fratrie? À partir du moment où il y a un donneur sur des receveurs multiples, va se créer donc des problèmes de consanguinité possibles. Si on lève l'anonymat ou pas lever l'anonymat, ça pose quand même un problème à un moment donné. Est-ce qu'on peut déjà dire au moins que le nombre d'enfants nés d'un même donneur est limité en France par la loi? Voilà, donc 10. Et la rencontre entre deux personnes qui... Alors, les 10, c'est pas sorti du chapeau comme ça. A priori, ça a été calculé par des statisticiens chevronnés. Je serais incapable de vous dire comment, mais ils ont réussi à calculer ça. Il y a un article scientifique sur le sujet pour dire qu'avec 10 enfants nés d'un même donneur, a priori, les risques de consanguinité involontaire sont considérés comme infimes ou négligeables, et en tout cas, théoriquement, comparables à celui de la population générale.
sachant que, paraît-il, on n'est pas tous de son papa sans le savoir. Donc, voilà. Après, ça pose peu de problèmes dans des bassins de population très larges comme celui de l'Île-de-France. Je pense que c'est quand même relativement peu possible. Ça pose des problèmes spécifiques pour certains sécos plus petits, et notamment le sécos de la Réunion, où on s'est interrogé s'il ne fallait pas qu'on limite encore plus le nombre d'enfants nés d'un même donneur. Et c'est a priori ce qui est fait d'ailleurs au sécos de la Réunion. Néanmoins, on ne peut pas ignorer que ça peut arriver. Alors, après, j'imagine pas la fédération des sécos refusant de donner l'information à un homme et une femme qui se rencontrent, qui savent qu'ils sont tous les deux issus d'un don, qu'ils ne sont pas issus du même donneur. Je vois mal comment... Alors, ils n'ont pas fait la demande. Ils n'ont pas fait la demande. C'est arrivé. Ils n'ont pas fait la demande. Si. On les connaît. Oui, moi aussi, je les connais forcément. Tout le monde les connaît. On a même organisé ils n'ont pas fait cette demande spécifique. Ils nous auraient demandé, on veut savoir si on est issu du même donneur. On aurait pu répondre à leur demande. Ils ne nous ont pas demandé ça. Moi, Pas en ces termes. Enfin, on va pas... Peu importe. Je voudrais juste dire un mot. Ça marche, là ? Oui, que cette... Voilà. 10, alors je sais bien, dans des bassins comme le bassin parisien, c'est... Voilà, il y a très peu de chances. Mais quand même, parce qu'il faut, je pense, écouter la parole de ceux qui sont ainsi conçus, quand même les premières personnes concernées. C'est enfin, un de leurs pires cauchemars, mais de leur plus grande crainte, de rencontrer quelqu'un, voilà, conçu par le même donneur. Parce que, justement, 10, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, dans la mesure où, comme les dons de sperme demandent une liste d'attente, en général, quand une personne donne, le sperme les gamètes sont utilisés rapidement et dans une même région. Donc, je comprends bien que ça a été calculé et qu'il y a peu de risques, mais pour eux, c'est un véritable souci. Voilà. Je citerai d'ailleurs avoir le compte-rendu qu'on avait fait à la mairie du 4e du travail qui avait été réalisé dans le lycée Henri IV sur ces questions par les lycéens, à quel point ils paraître des questions extrêmement sensibles sur les questions. Il y avait le témoignage d'ailleurs de deux membres d'une association qu'on a réunis à l'espace éthique avec le député Jean-François Mbaye un samedi après-midi. Et on a même, il y avait il y avait la présidente des SECOS, qui est un médecin de Rouen, et on a même appris que le chiffre de 10, il sourit, notamment dans les premières époques des SECOS, quand c'était les médecins, les étudiants en médecine, non. Quelquefois, c'était beaucoup plus. Et l'actualité, non, mais c'est pour dire, et j'avais eu le malheur à dire à ce moment-là, c'est logique, c'était un peu artisanal. Et on m'a répondu, non, c'était très scientifique. Je ne mets pas en cause ce qui s'est passé, mais un article récent d'un grand médecin nous a posé la problématique des donneurs qui étaient souvent partie prenante, puisque c'était des gens qui travaillaient comme professionnels dans les SECOS, qui peuvent expliquer d'ailleurs et sous-entendre le fait qu'on veuille aujourd'hui conserver l'anonymat. Je referme la question pour dire à quel point les questions d'éthique sont des questions quelquefois sociologiques et humaines très très concrètes. Vous voulez prendre la parole ? Oui, je voulais juste revenir sur la question des listes d'attente. Est-ce que vous pensez que c'est une question qui devrait être réglée par la loi, la gestion des listes d'attente, le choix que vous évoquiez tout à l'heure pour aller jusqu'au bout? Est-ce que vous pensez que c'est une question qui devrait être réglée par la loi ou laissée au SECOS ou à l'AMP ou à l'agence de biomédecine? Cette question. Je ne suis pas certaine que ce soit nécessaire d'en passer par la loi pour répondre à cette question-là. J'imagine. Alors pour l'instant, les dons de sperme sont exclusivement gérés dans des SECOS en France. J'aurais tendance à avoir confiance en la fédération à laquelle je participe pour trouver des solutions. Je ne sais pas répondre à la question. Par analogie, on pourrait la réponse à Valérie. Mais par analogie, on pourrait dire l'agence de biomédecine qui fait un travail remarquable au niveau des prélèvements d'organes, c'est-à-dire des greffons. S'il y avait à rentrer dans cette logique, je pense que l'agence de la biomédecine a des vraies compétences. Oui. Elle avait mis en place, avec une commission en 97, à la fois des algorithmes, il y a toute une technicité. Et aujourd'hui, personne ou peu de personnes contestent le bien fondé des décisions qui sont prises dans ce domaine. C'est peut-être une question, en tous les cas, à poser à l'agence de la biomédecine, ça devait se poser. Tout à fait. Une autre question, et ça sera l'avant-dernière ou presque la dernière. Merci. C'est une question qui est plutôt d'ordre juridique parce que je me rends compte que là, finalement, toutes les questions qui ont été posées partent presque déjà du principe que tout cela est acté et décidé et on est dans des questions qui tournent autour du comment. Et moi, j'aimerais qu'on revienne sur la question d'ordre éthique, à savoir, est-ce que parce que la société
a évolué? Est-ce que parce que la science a permis aussi des procédés nouveaux, le droit doit-il clairement les suivre, et donc entériner des situations de fait, ou est-ce que le rôle du législateur, c'est aussi, ou est-ce que c'est pas au contraire, de pouvoir donner des points de repère qui viendraient mettre des limites au nom de l'éthique à des pratiques qui certes existent et sont techniquement possibles, mais qui ne sont pas forcément souhaitables? Mais ça serait intéressant parce que je pense que Jean-François Delfraissy pourrait aussi compléter la réponse pour dire est-ce que l'éthique doit suivre. Peut-être que c'est intéressant que Jean-François aussi complète l'intervention. Je te donne la parole et puis Jean-François. Non, vas-y, et puis on va donner la parole. Sur votre question. Bien sûr. Je crois ce qu'il faut. Enfin, si vous voulez, dès lors qu'il y a une demande qui émane de la société, dès lors qu'il se forme dans la société, bon là en l'espèce on parle de droit de la famille, de nouvelles formes de famille, le droit a le choix soit entre interdire, soit entre accompagner. Il interdit, il faut des raisons pour interdire, il faut motiver une interdiction. Donc ici, il faut que ce genre de pratique soit contraire à nos valeurs, aux valeurs d'une société. Or, les valeurs ne sont pas immuables. Mais dès lors que le droit... Les valeurs ne sont pas... Mais bien sûr, mais c'est pour ça qu'on a un Parlement qui nous représente et qui est élu, qui représente le fait majoritaire. Mais dès lors que l'évolution de fait d'une société correspond à l'évolution des valeurs, le droit n'a pas de raison de s'y opposer. Il a tout intérêt à accompagner pour que ça se fasse justement dans le respect des valeurs et non pas de façon sauvage. La valeur ici, c'est de décider finalement de l'égalité des couples de femmes par rapport à des couples hétérosexuels et de penser qu'un couple de femmes est tout à fait... Mais bien sûr, c'est ce que j'expliquais. Parce que les couples de femmes, dans la mesure où la famille parentale est reconnue comme une famille comme les autres, comme un type de famille, en tout cas, qui permet de servir les intérêts de l'enfant, on admet que les femmes bénéficient de cette technique d'AMP. Mais c'est ce que je disais, c'est une technique qui existe depuis longtemps. Il s'agit juste de l'ouvrir à une nouvelle catégorie de personnes. La gestation pour autrui, actuellement, on considère qu'elle va à l'encontre des valeurs, et notamment, je ne parle pas en mon nom, je vous dis ce qui ressort des débats, et certains l'estiment contraire, ou en tout cas risqué pour la dignité des femmes et notamment des femmes qui vont porter les enfants. Donc à partir de là, on sait pourquoi on l'interdit. On l'interdit parce qu'elle est contraire au principe de dignité tel qu'on le conçoit actuellement. Alors que ce n'est pas le cas pour les couples de femmes. Bien sûr, c'est ce qu'il fait depuis le début, le droit. Il change, il évolue, mais heureusement, sinon on n'aurait toujours pas le droit de travailler ou de voter. On a un spécialiste de la question dans la salle. Non, il n'y a pas de limite. La limite, c'est l'histoire de... Mais non, c'est l'histoire de l'humanité. Je vous dis, si le droit n'avait pas évolué, on serait pas là toutes, en train d'en parler. Discriminer, si on l'estime, hein, oui. Je dis pas que... Parce qu'eux ne peuvent pas avoir d'enfants, et du coup, on va faire évoluer notre façon de voir et on dira que la GPA, c'est pas nécessaire. Je vois pas pourquoi. Moi, je serais un homme, je me sentirais pas bien du tout. Hein, Ce que je vous propose, mesdames, puisque c'est surtout des dames qui sont intervenues, si Alexandra est d'accord, nous organiserons une prochaine rencontre sur valeurs, principes et bioéthique. Parce que, non, mais je veux dire, parce que ce matin, vous avez noté que Jean-Louis Touraine a assimilé principe à valeur, quand il a rappelé. Et donc, on voit que c'est un sujet de fond. Mais alors, on a de la chance, parce qu'avec Jean-François Delfraissy, il a eu une petite polémique à un moment donné dans une interview, quand il s'était posé en tant que président du CCNE, tu t'es présenté par rapport aux questions de la morale, des valeurs. Donc, est-ce que sur le point qu'on vient d'évoquer, tu pourrais répondre, et puis peut-être aussi d'un mot sur la question des valeurs, parce qu'on a la chance d'avoir un médecin philosophe. Tout d'abord, sur la polémique, qu'on soit clair, ce que j'ai indiqué, c'est que le CCNE n'était pas là pour indiquer ce qu'était le bien et le mal, et qu'il fallait sortir d'une vision un peu manichéiste, de dire là est le bien et là est le mal. C'est les choses, évidemment, et quelle que soit la portée de ce qu'on pense, sont beaucoup plus complexes.
La bioéthique est là pour entendre les arguments dans un sens, dans un autre, écouter, pas forcément trancher, mais savoir construire un dialogue pour arriver à finalement ce qui est à un temps donné, ce qu'on considère comme étant ce qu'on peut apporter de mieux à nos citoyens. Alors, vous posez une très bonne question de la relation avec le droit. On a besoin évidemment d'un cadre juridique. On ne peut pas se contenter de mots. Et c'est une des forces du modèle français d'avoir une loi de bioéthique consacrée uniquement à la bioéthique tous les 7 ans. Et nous recommandons d'ailleurs probablement de la passer à 5 ans. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. La bioéthique ne va pas s'arrêter à la loi. Elle va continuer. La réflexion bioéthique va se poursuivre parce que les enjeux se poursuivent. Mais à un temps donné, on a bien besoin d'un cadre. Et vous êtes là pour poser le cadre et éventuellement, d'ailleurs, dire attention, il y a telle notion, telle valeur qui doit être prise en compte dans le cadre. Donc voilà comment je vois les choses. Puisque j'ai la parole, j'en profite, sur la GPA, puisque j'ai entendu cette discussion qui est de dire vous allez vers une éventuelle autorisation de l'ouverture de l'AMP sur les femmes seules et les couples de femmes. Et la prochaine étape, c'est la GPA. Hein, au nom de quoi vous refuseriez ça au niveau des couples d'hommes? Et ben, moi, je suis très à l'aise là-dessus. Très, très à l'aise. Et je vous dirai tout à l'heure quel est mon passé. J'ai un passé dans le domaine du VIH-Sida où j'ai beaucoup travaillé avec le milieu homosexuel. J'ai beaucoup autour de moi de couples homosexuels qui souhaitent avoir des enfants par GPA ou qui ont eu des enfants par GPA. Mais on est bien dans le principe de bioéthique. C'est-à-dire d'aller d'une valeur vers une autre. Là, c'est une valeur de demande individuelle par rapport à une valeur collective. Et de l'autre côté, il y a la valeur de non-marchandisation du corps. Bon, et la valeur de non-marchandisation du corps de la femme, elle est extrêmement forte et elle doit largement primer sur la décision qui est à prendre. Et donc, il n'y a pas photo. Hein, qui est question, bien sûr, mais il n'y a pas photo sur la réponse. Hein. Hein, et quels que soient les désirs individuels et la façon dont ça peut être présenté, il y a marchandisation du corps et on refuse, dans notre vision bioéthique à la française, cette marchandisation du corps de la femme. Et enfin, je termine sur un point. Quel que soit où nous allons dans le cadre de cette nouvelle loi de bioéthique, sur ces nouveaux aspects de la procréation, un pas en avant, 2 pas en arrière, ce sera aux députés de le décider. Il y a un point qui sort très fort, qu'a recommandé le CCNE et qu'a recommandé aussi René Friedman vis-à-vis de ces nouveaux aspects de procréation. Ça ne peut s'inscrire, si on évolue, que si on est dans un plan français digne de ce nom, autour de s'expliquer pourquoi il y a plus d'infertilité actuellement en France, d'une part, et deuxièmement, et c'était la question qui était posée, est-ce qu'il va y avoir une baisse du nombre de donneurs? Eh bien, il faut que dans ce plan, il y ait une explication et des campagnes, telles que ça a été fait au moment du lancement des dons d'organes par l'ABM à une période, eh bien, il faut qu'il y ait un vrai plan stratégique si nous allons vers l'ouverture de 1 ou 2 points tels que ça a été évoqué. C'est-à-dire qu'à côté des aspects de réflexion éthique, à côté des aspects de réflexion juridique qui sont nécessaires, il faut qu'il y ait un aspect de réflexion pratique, je dirais, et médicale et stratégique qui est fondamental si on veut avancer ou en tout cas aller vers certaines directions. La conclusion, parce que je suis sûr qu'il va surprendre plusieurs d'entre nous. En tout cas, merci à Valérie et à Nathalie. On a une contrainte temps, mais les aficionados de l'espace éthique savent qu'il y aura à nouveau d'autres événements. On ira à nouveau plus au fond. On écoute avec beaucoup d'attention toutes les questions et même les polémiques que peuvent susciter certaines ambivalences. Et on ira au fond de ces questions prochainement.